Ce cours va être divisé en 3 parties, donc en 3 vidéos. Dans la première partie, on va parler de l'expérience de Torricelli, c'est une sorte d'introduction. On va aussi voir ce qu'est les fluides. Et à la fin de cette partie 1, on va voir une importante grandeur physique en hydrostatique, la pression. Pour la deuxième partie de ce cours d'hydrostatique, il y a quatre grands titres. On va voir la flottabilité, on va définir ce qu'est la masse volumique, on va voir ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, et enfin le principe d'Archimède. Et la dernière partie, la partie 3, on discutera sur la pression hydrostatique. C'est quoi la pression hydrostatique? On donnera aussi l'équation fondamentale de l'hydrostatique. On va voir le principe de Pascal et enfin les vases communicants. On va commencer par une introduction. Est-ce que vous avez déjà posé la question ou un questionnement sur comment un tel volume composé de matériaux, des métaux, du bois, etc., peut flotter sur l'eau, donc les bateaux. Comment une montgolfière peut s'élever dans les airs? En fait, elle flotte. C'est exactement le même système que ou le même principe que le principe qui fait que le bateau flotte. Et aussi les ballons dirigeables, ils s'élèvent dans les airs, ou ils flottent. Donc celui-là, le ballon dirigeable et la montgolfière et le bateau, c'est à la base du même principe qu'ils flottent ou qu'ils s'élèvent dans les airs. Et on va voir aussi ce qu'on appelle le principe de Pascal. Bon, celui-là, c'est un cric, mais ce cric, il est hydraulique. Ici, il y a de l'huile, une sorte de l'huile à l'intérieur de ce piston. Quand on pousse ce levier, le cric, donc cette partie du cric monte ou descend. Elle utilise, ou cet outil utilise le principe de Pascal. La même chose pour ce type d'engin. Ils utilisent ici, il y a des pistons, des pistons avec des flexibles. Ils poussent de l'huile à l'intérieur, donc c'est une huile spéciale. Donc celui-là aussi, il utilise le principe de Pascal. Comme prélude au cours d'hydrostatique, nous allons voir les expériences menant à la découverte de la pression ou de la pression atmosphérique si vous voulez. On va commencer par l'expérience de Torricelli. Donc l'expérience de Torricelli, c'est une expérience très simple. Vous avez un récipient, celui-là, qu'on va remplir d'eau. On va mettre de l'eau et on va prendre un tube. Le tube, c'est celui-là. On va le mettre dans cette configuration. La partie où c'est ouvert, c'est dans l'eau, et la partie où c'est fermé, à l'air libre. On va essayer de créer du vide dans cette partie. Qu'est-ce qui va arriver? On observe
que l'eau dans cette partie du récipient va monter. Elle monte jusqu'à une gradation donnée. Elle ne peut pas monter plus. Non. Ici, c'est du vide. Elle monte exactement, si nous sommes près de la surface de la mer, elle monte exactement à 10,13. Ce n'est pas 12 mètres, ce n'est pas 9 mètres, c'est 10,13 mètres. Donc 10,13 mètres, pour refaire cette expérience, il vous faut un tube. Donc il vous faut un tube de 12 mètres à peu près. Donc c'est une expérience assez qui prend de la place. Pour éviter ça, on utilise non pas de l'eau, on utilise du mercure. Pour le mercure, la même expérience. Donc nous avons un récipient. Donc ce récipient, on va mettre du mercure dedans. On va prendre un tube. La différence avec cette expérience, c'est que la hauteur ou la longueur du tube, elle est vraiment 10 fois moins, ou plus, donc 10 fois moins que le tube de la première expérience. Ici, le mercure va monter jusqu'à cette hauteur. Cette hauteur est égale à 76 cm ou 760 mm mercure. Donc, pourquoi le liquide monte dans les deux expériences? Pourquoi le liquide monte? À votre avis? La réponse est que la pression à l'extérieur, donc ici, donc la pression ici, à l'air libre, est plus grande à l'air libre est plus grande que la pression à l'intérieur du tube où il y a le vide. C'est pour cela que le liquide monte. La pression, ça veut dire à l'air libre, il y a une force qui s'exerce sur le liquide. Il le pousse, donc il le pousse à monter. Cette force, d'où vient cette force? La cause de cette force, c'est le poids de la masse d'air. Le poids de la masse d'air appuie ou exerce une force sur la surface libre de ce liquide. Quand elle exerce une force, bon, le poids c'est une force, quand elle exerce sur la surface libre du liquide, il monte à l'intérieur du tube parce que la pression, ou ici il y a de l'air, ici il n'y a pas de l'air, c'est du vide. Donc ici il y a une masse qui appuie, ici il n'y a pas de masse qui appuie. Vous pouvez consulter, il y a plusieurs vidéos, des centaines de vidéos sur l'expérience de Torricelli. J'ai choisi une, c'est une vidéo pédagogique que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous donne ce QR code, donc vous le scannez et il va vous rediriger directement sur l'expérience de Torricelli. Il y a aussi une autre expérience menant à la découverte de la pression atmosphérique, ce qu'on appelle l'expérience de Magdebourg. Donc l'expérience de Magdebourg, c'est quoi? Vous avez deux demi-sphères, une demi-sphère ici, une demi-sphère là. On va les joindre. Quand les demi-sphères sont jointes, on va créer du vide à l'intérieur.
Donc à l'intérieur, quand elles vont former une sphère, à l'intérieur ici, c'est du vide. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose, c'est que si vous prenez des chevaux ici et vous fixez une corde ou quelque chose comme ça, une chaîne, sur la première demi-sphère, ok, et deux autres chevaux avec une chaîne qui est collée ou fixée sur la deuxième demi-sphère, ces deux chevaux vont partir dans cette direction, ok, et les deux autres chevaux dans le sens opposé, dans la même direction mais dans le sens opposé. Eh bien, les chevaux ne peuvent pas décoller ou séparer les deux demi-sphères, la première et la deuxième. Ils ne peuvent pas séparer les deux demi-sphères. Ça veut dire qu'il y a une force. Et pourtant, il n'y a pas de colle. Hein. Il n'y a ni colle, ni système de fixation. C'est uniquement du vide à l'intérieur et de l'air à l'extérieur. Les chevaux ne peuvent pas séparer les deux demi-sphères. On passe maintenant à ce qu'on appelle les fluides. En hydrostatique, c'est le domaine des fluides. Comme vous pouvez le voir sur cet assemblage de photos, il y a ce que vous connaissez, tout le monde connaît, l'eau, c'est un fluide. Le sang, par exemple, c'est un fluide aussi. Le lait. Aussi, ce qu'on oublie généralement, que les gaz d'échappement des eaux, des voitures ou des usines ou autres gaz sont aussi des fluides. On va donner une définition de ce que c'est les fluides. Donc les fluides englobent les deux états de la matière suivante. Donc les liquides et les gaz. Donc les liquides et les gaz sont des fluides. On va donner une petite définition sur les liquides. C'est quoi? Les liquides dans le domaine de l'hydrostatique, bien sûr. Sont les substances, c'est des substances caractérisant par un volume propre. Donc les liquides ne changent pas de volume, ou vraiment un changement infime. Prenons la forme du récipient, ils n'ont pas de forme propre, qui les contient ou qui le contient. Les substances liquides sont incompressibles ou leur compressibilité est très faible, très faible. Par contre, les gaz sont ces substances qui ne possèdent ni forme propre, ni volume propre. Ils n'ont pas de volume propre. À eux, ils n'ont pas de forme propre. Les substances gazeuses sont compressibles. Donc, les liquides ne sont pas compressibles ou faiblement compressibles, mais les gaz, ils sont compressibles. Ça veut dire quoi compressible? Que leurs volumes peuvent être diminués ou leurs volumes peuvent être augmentés. On passe maintenant à cette grandeur qui est vraiment importante en hydrostatique, la pression. C'est quoi la pression? On va donner une petite définition, on va donner quelques exemples d'applications et des schémas pour bien comprendre c'est quoi la pression. Bon, pour comprendre c'est quoi la pression, on va observer certains faits. Ce ballon par exemple. Ce ballon, il y a de l'air à l'intérieur. Cet air est comprimé. Ça veut dire que
forme de ce ballon, hein, donc il est convexe. Il y a l'air à l'intérieur qui pousse la paroi intérieure du ballon parce que l'air à l'intérieur et l'air à l'extérieur, il y a une différence. Non pas de composants, de molécules, non, c'est le même air qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais la différence, c'est la pression. Regardez par exemple cet éléphant. Cet éléphant, quand il se déplace sur ses 4 pattes. Et voilà l'autre. Ces pattes, elles sont à peu près de forme circulaire, comme vous pouvez le voir ici. Quand il pose son pied sur le sol, ou sa patte sur le sol, pardon, par exemple comme ici, il va exercer une pression, d'accord, sur le sol. Comme vous pouvez le voir ici, il va exercer une pression. Cette pression exercée, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la surface. Donc la surface, c'est la surface de cette patte. Okay? Et elle dépend aussi de la masse de l'éléphant et de son poids, si vous voulez. Bon, la masse, P est égale à mg. Donc, elle dépend du poids de l'éléphant, ça c'est la force, et elle dépend de la surface de la patte. Donc, la surface de la patte. Donc, si on arrive à calculer, si vous me donnez par exemple la masse de l'éléphant et la surface de sa patte, pardon, je peux vous calculer la pression exercée par l'éléphant sur cette surface. Maintenant, on va donner une définition académique. Donc, la pression est définie comme étant le rapport, donc c'est un rapport entre le module de la force perpendiculaire. Donc, ce terme est très important, qui s'exerce sur une surface divisée par l'aire de cette même surface. Vous avez ce schéma ici. Si vous avez une force oblique à la surface, cette force, elle est appliquée, elle est oblique, donc il y a un angle, par exemple, alpha, avec la surface. Cette force ne va pas exercer une pression sur cette surface. Il y a uniquement la composante perpendiculaire de cette force appliquée qui va exercer une pression sur la surface. La composante parallèle, elle ne va pas exercer une pression sur la surface. Donc pour calculer la pression, on prend uniquement la composante perpendiculaire. D'accord? Donc on va éliminer la composante parallèle. On va prendre uniquement la composante perpendiculaire à la surface, à cette surface. Ok? Donc l'expression mathématique de la pression, P, est égale au module de la force perpendiculaire à cette surface divisé par l'aire de cette surface. Donc, le misaha. Les caractéristiques de la pression. C'est une grandeur scalaire. Ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. La dimension de la pression.
Cette dimension, c'est la dimension de la force divisée par la dimension d'une surface. On trouve M, la masse, longueur moins 1, T moins 2. L'unité de la pression. Donc si on prend chaque grandeur, son unité, donc les masses c'est des kilogrammes dans le système international, les longueurs c'est des mètres, donc longueur moins 1, mètre moins 1, et les temps sont des secondes, secondes moins 2, T moins 2. Au lieu d'écrire toute cette série d'unités, donc kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2 à chaque fois, on l'appelle Pascal. Et on l'écrit, donc au lieu d'écrire tout ça, on écrit uniquement PA. PA. PA, ça veut dire Pascal. Donc PA, ça veut dire Pascal. Et le Pascal, c'est des kilogrammes, mètre moins 1, seconde moins 2. Donc, 1 Pascal s'écrit MPA. Donc, MPA, le PA, c'est le symbole de Pascal, est défini comme étant une pression d'une force de 1 Newton qui s'applique perpendiculairement, ce terme est très important, donc vous pouvez, ce terme très important, sur une surface de 1 mètre fois 1 mètre. Donc S, c'est la surface d'application. Il y a d'autres unités de la pression, tout dépend du domaine où vous travaillez, où vous faites la recherche. Donc, par exemple, en météorologie, on utilise non pas les pascals, on utilise les atmosphères. En sciences des matériaux, donc les couches minces, etc., on utilise non pas les pascals, on utilise soit les torrs ou les millimètres mercure, soit les bars. Et il y a aussi des domaines où on utilise les pascals. Donc, il y a une relation entre les atmosphères avec les pascals avec les bars avec les millimètres mercure, etc. Donc le millimètre mercure est égal aussi à 1 torr. Donc 1 torr. Le torr, généralement, on le trouve dans les livres de magnétisme, des sciences du vide, etc. Il n'est pas vraiment utilisé. Mais il faut comprendre une chose, que dans le système international, l'unité de la grandeur, pression, est égale au kilogramme par mètre par seconde carré, ou ce qu'on appelle Pascal. L'atmosphère, ce n'est pas une unité de la pression dans le système international, ainsi que les bars ni les millimètres mercure. On donne un exemple d'application, soit un cube donc c'est un cube d'arête A est égal à 10 cm et sa masse est égale à 1 kg. On vous dit quelle est la pression exercée par ce cube sur la surface. Donc ça c'est le support si vous voulez. Donc ça c'est la surface du cube sur ce support. Donc trouvez la pression qu'exercera ce cube sur cette surface. On a dit que par définition,
pression égale à module de la force, bien sûr, qui est perpendiculaire à la surface sur la valeur ou l'aire de cette surface. Ici, nous avons cette force qui est égale au poids du cube. Le poids du cube, par définition, c'est mg. Donc, on va prendre g, la valeur de g, le module de g est égal à 10 mètres par seconde carré. On a dit que A est égal à 10 centimètres, qui est égal à 10 puissance moins 2 mètres. On doit convertir dans le système international. Donc, la pression est égale à M fois G divisé par S, qui est égal, numériquement, M c'est 1 kg, G c'est 10 mètres par seconde carré, S c'est A carré, donc S c'est A au carré. Donc A au carré c'est quoi? Donc 10 puissance moins 2 multiplié par 10 puissance moins 2, puisque A est égal à 10 puissance moins 2. Donc comme ça, on trouve une valeur égale P égale à 10 puissance 3 kg par mètre moins 1 multiplié par T moins 2. Bon, au lieu d'écrire tout ça, on écrit Pascal. Donc, la pression est égale à 10 puissance 3 Pascal. Pour la prochaine vidéo, le prochain cours sur l'hydrostatique, donc c'est la partie 2, on va voir ce qu'est la flottabilité, la masse volumique, on va définir c'est quoi la masse volumique. C'est une grandeur importante aussi en hydrostatique, en hydrodynamique. On va voir aussi c'est une force cachée, donc c'est la poussée d'Archimède et le principe d'Archimède. Et la troisième vidéo, ça sera sur la partie 3.